Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Alors, dans le cadre du commencement des études à distance, nous allons commencer notre première séance en ce qui concerne le module d'économie monétaire et financière. Alors, nous allons commencer par le premier chapitre qui concerne les définitions, les formes et les mesures de la monnaie. Ce premier chapitre est subdivisé en deux sections. Chaque section de sa part est subdivisée en deux paragraphes. Alors, dans la première section, nous allons s'interroger sur les définitions et les formes de la monnaie pour voir les différentes définitions fonctionnelles ainsi que les formes de la monnaie. Et dans la deuxième section, nous allons s'intéresser aux mesures de la monnaie ainsi que les agrégats monétaires. D'entrée de jeu, on peut dire que la monnaie est au cœur de nos sociétés et y occupe à la fois une place centrale et particulière. Centrale parce que toute transaction s'effectue en monnaie, qu'il s'agisse d'un achat de consommation, d'une opération de vente, d'un versement de salaire ou bien d'une transaction boursière. Alors toute opération réelle ou financière se double en monnaie, sauf le cas racisme de troc. En revanche, on peut dire que la monnaie est un objet à part parce que ce n'est ni un bien de consommation, ce n'est pas la monnaie qui est la source de satisfaction directe pour le consommateur et ainsi il n'est pas un bien d'investissement puisqu'il ne rapporte rien. De ce fait, on peut dire que la monnaie peut ainsi se définir comme étant fondamentalement un bien d'échange massivement accepté, immédiatement et sans coût. Elle est porteuse de choix. Donc, parmi ses principales caractéristiques, on peut dire que la monnaie, elle est porteuse du choix, c'est-à-dire que celui qui détient de la monnaie détient un pouvoir d'achat dont elle peut disposer à sa convenance et symétriquement, celui qui n'en dispose pas est exclu de l'économie de marché. Son principe intérêt est d'être accepté partout, de servir de relation entre les individus, ce qui suppose une confiance réciproque, mais aussi envers l'institution qui émet de la monnaie. Donc, la monnaie peut être ainsi considérée comme un des mécanismes fondamentaux de lien social. Donc, une autre caractéristique de la monnaie, c'est qu'elle est considérée comme un des mécanismes fondamentaux de lien social. De surcroît, une autre propriété originale de la monnaie est liée à son coût de production qui est totalement négligeable par rapport à sa valeur. Certainement lorsque la monnaie n'est plus métallique, mais fiduciaire et scripturale. Aujourd'hui, la plus grande partie de la masse monétaire est constituée par un simple jeu d'écriture entre les banques, au sein des banques et entre les banques. Donc, on peut dire que les mécanismes de production de ce bien particulier qu'est la monnaie n'ont donc que peu de points communs avec les ressorts qui gouvernent la production des biens et services. En effet, une banque, lorsqu'elle accorde un crédit à son client, elle met à sa disposition un certain montant d'argent qui n'existait plus auparavant. Mais si pour l'immense majorité des économistes, la banque n'est plus une industrie comme une autre, en effet, en prenant en considération les effets de la monnaie sur l'économie réelle, les désaccords sont nombreux. En effet, dans l'histoire de la pensée
économique, la monnaie a toujours servi de lien de partage entre ceux qui considéraient que la monnaie était dissociée entre la sphère réelle et la sphère financière et ceux qui intégraient dès le départ les effets de la monnaie sur l'économie réelle. Alors, partant de ce constat, on peut poser une question fondamentale concerne. Alors, peut-on avoir une vision exclusivement économique de la monnaie? Cette question est sans doute la première à se poser lorsqu'on s'intéresse au phénomène monétaire. En effet, si les autres sciences telles que l'anthropologie, la psychologie, la sociologie sont d'un intérêt certain pour l'économie, cela est sans doute encore réel pour la monnaie. Alors, se référer à l'histoire, on peut appréhender facilement les trois questions de la plus concrète à la plus abstraite qu'un économiste peut s'intéresser lorsqu'à la nature de la monnaie, nature au sens de l'ensemble des règles qui définissent un être ou une chose. Alors, la première question est celle de quels sont les supports de la monnaie. Alors, pardon. Alors, cette question s'intéresse à la nature formelle de la monnaie. D'entrée de jeu, les 3 millénaires de l'histoire de la monnaie a montré qu'aucun objet n'est monnaie en soi et que les différentes formes de la monnaie ne renvoient pas seulement à l'évolution des techniques mais aussi au régime monétaire, régime au sens de l'ensemble des règles d'émission et de gestion de la monnaie. Donc, la deuxième question s'intéresse à la nature fonctionnelle et la question à se poser c'est à quoi sert la monnaie. Traditionnellement, on attribue à la monnaie 3 fonctions principales, celle de réserve de valeur, unité de compte et instrument de paiement. Et enfin, on doit s'intéresser aux propriétés de la monnaie, ou bien les caractéristiques de la monnaie. Avant de traiter l'ensemble de ces questions, on doit faire un coup d'œil sur l'historique de la pensée monétaire, c'est-à-dire on doit voir comment on est passé de l'économie de troc à l'économie monétaire. Donc, on doit commencer par l'étude de l'économie de troc. En ce qui
concerne l'économie de troc, on peut dire qu'à l'origine, les échanges entre les individus se basaient sur le troc. Qu'est-ce qu'un troc? Alors, un troc, c'est un système où les produits s'échangeaient contre n'importe quel autre produit. C'est une pratique des économies primitives dans l'histoire reculée des sociétés. C'est l'échange sans monnaie. Autrement dit, si un individu veut par exemple se procurer un bien, il doit offrir en contrepartie un autre bien. Donc, la monnaie est allant de référence entre les individus appartenant à une même société est absente. On a ici l'absence de la monnaie, donc la monnaie n'est pas indispensable aux échanges entre les individus. On peut schématiser toutes ces idées, on peut dire que l'économie de troc est une économie primitive les produits s'échangent contre n'importe quel autre produit. Et la principale caractéristique, c'est l'absence de la monnaie. Absence de la monnaie dans cette économie primitive. De ce fait, on peut dire que le troc est possible, mais elle présente plusieurs inconvénients en termes d'efficacité. C'est une économie de gaspillage. Gaspillage à la fois du temps et d'énergie. Du temps, en effet, dans la science économique, on sait qu'il est considéré comme une ressource rare qu'il faut exploiter afin d'acquérir de nouvelles richesses ou bien de les dépenser dans des loisirs. Et ainsi, l'économie de troc ne permet pas toujours de réaliser les transactions souhaitées. Au titre d'exemple, si on a par exemple, on souhaite acheter une demi-livre de beurre et on n'a qu'une radio comme produit à offrir, donc sans doute, le prix d'une telle quantité n'est pas égal à notre produit correspondant pour l'échange. L'échange, dans ce cas, se heurte à l'indivisibilité des biens échangeables. Échanger, par exemple, notre radio avec 20 kg de beurre au titre d'exemple, ce n'est pas notre souhait. Donc, l'échange, dans ce cas, doit être suivi d'une revente fastidieuse et rapide de l'excédent, ce qui serait très inefficace. Donc, de ce fait, on peut dire qu'au sein de ces sociétés, le troc n'était pas une nécessité. S'il existait, il ne présentait qu'un surplus. Mais en revanche, avec l'augmentation des nombres de biens, le troc devient une opération laborieuse pour plusieurs raisons. La première raison est celle de l'indivisibilité des biens échangeables. Du surcroît, pour qu'on puisse effectuer un échange au sein d'un système de troc, il faut que les désirs des individus se coïncident. Donc, la coïncidence des désirs des individus est une raison parmi des autres raisons à accomplir au sein du système de troc.
il faut bien sûr que les disaires des uns et des autres coïncident. Et enfin, on a le problème de la détermination des termes d'échange. Il faut tout d'abord que les disaires des uns et des autres se coïncident, c'est-à-dire pour qu'on puisse réaliser une opération d'échange au sein d'un système de troc, il faut tout d'abord que les individus seront d'accord sur les produits que doivent échanger. La deuxième raison, parmi les raisons qui ont rendu l'opération de troc laborieuse, on trouve l'indivisibilité de certains biens. Et la troisième raison, c'est le problème de la détermination des termes d'échange. Donc, on peut dire que l'existence de la monnaie permet donc de faire face à l'ensemble de ces inconvénients qui existent au sein du système de troc et ainsi de réduire les coûts d'échange. En effet, la monnaie achète des biens, les biens achètent de la monnaie, mais les biens n'achètent plus les biens au sein d'une économie monétaire. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement de l'économie monétaire et le fonctionnement d'une économie de troc, on doit prendre un exemple. Dans cet exemple, on doit considérer qu'on est dans un monde à 4 biens. Donc, un monde à 4 biens, A, B, C et D. Donc, on doit présenter l'ensemble des relations dans les tableaux suivants. Les relations d'échange entre les individus, bien sûr. Alors, on doit prendre X pour échange et O pour non-échange. En colonne, on doit lire les offres et en ligne, on doit lire les demandes. Donc, ce tableau permet de présenter les échanges au sein d'une économie du troc. Donc, sachant bien sûr que dans une économie de troc, les produits ne s'échangent jamais contre, un même produit ne s'échange jamais contre lui-même. Donc, A ne peut jamais être échangé contre lui-même, mais il peut être échangé contre le produit B, C ou bien D. Pour le produit B, on peut l'échanger contre le produit A, mais on ne le peut jamais échanger contre lui-même. Et ainsi, on peut l'échanger contre le produit C et D. De la même manière, le produit C ne s'échange pas contre lui-même, mais il peut être échangé contre le produit A, B ou bien D. Et enfin, on a le produit D qui peut être s'échanger contre le produit A, B, C, mais ne peut jamais être échangé avec le produit D. Alors, après d'avoir présenté l'ensemble des échanges au sein d'une économie de troc, on doit passer à l'économie monétaire. Donc, les échanges après l'introduction de la monnaie. Alors, ici, on doit considérer A comme intermédiaire d'échange ou bien A comme monnaie. Dans ce cas,
la monnaie ne peut jamais être échangée contre de la monnaie, mais la monnaie peut s'échanger contre n'importe quel autre produit, qu'il s'agisse de B, C ou bien D. Le produit B peut s'échanger contre de la monnaie, mais par contre, le système de troc ne s'échange jamais avec les autres produits. Le produit C s'échange contre de la monnaie, mais pas contre les autres produits B, C et D. Et finalement, on a le produit D. De la même manière, elle peut s'échanger contre de la monnaie, mais pas contre les autres produits. Comme on a déjà dit, la monnaie achète les biens achètent de la monnaie, mais les produits n'achètent jamais les produits. Donc, ce tableau présente bien sûr les échanges au sein d'une économie monétaire. Après la présentation de ces tableaux qui présentent l'ensemble des échanges au sein d'une économie de troc et d'une économie monétaire, on peut remarquez que dans une économie de troc, on a 12 relations potentielles d'échange. Donc, l'économie de troc présente 12 relations potentielles d'échange, soit soit 4 multiplié par 4 moins 1. Alors, de ce fait, on peut dire que dans une économie monétaire pour n biens, on peut dire qu'il y a n multiplié par n moins 1. Relation potentielle, bien sûr. Relation potentielle d'échange. En revanche, dans une économie monétaire, on remarque qu'il n'y a que 6 relations potentielles d'échange, soit 2 multiplié par n par 4 moins 1. Donc, ce qui veut dire que pour n produits, on a la relation suivante, soit 2 multiplié par n moins 1, relation potentielle dans une économie de troc. Alors, c'est vrai que l'économie monétaire permet de réduire les relations potentielles d'échange, en effet arithmétiquement. Il est vrai que les n multipliés par n moins 1 relations potentielles d'échange est supérieure à 2 multiplié fois n moins 1 pour tout n est supérieur à 2. Donc, n multiplié par n moins 1 est supérieur à 2 multiplié par n moins 1 pour tout n est supérieur à 2. En revanche, on peut dire que les 12 relations potentielles d'échange au sein d'économies de troc, certains ne sont pas réalisés en raison de problèmes de la double coïncidence. En revanche, pour les 6 relations potentielles d'échange au sein d'une économie monétaire, toutes les relations peuvent être réalisées ou bien échangées contre de la monnaie. En définitive, on peut dire que la monnaie réduit bien les relations potentielles des échanges, mais elle les garantit aussi. En revanche, les deux multipliés par n-1 dans une relation ou bien dans une économie primitive ont toute la chance d'être inférieurs aux n multipliés par n-1 relations effectives dans une économie de troc. Au total, on peut dire que le fonctionnement d'un système du troc nécessite la réunion de moins 4 conditions. Qu'il s'agisse pour la première condition
une économie restreinte des individus. Alors, dans une économie de troc, l'économie de troc suppose la réunion d'un nombre très limité des individus appartenant à une même communauté. Cela est possible dans un village où chaque famille exerce une activité précise et échange des produits connus. Pour la deuxième condition, on a une offre restreinte des produits. Bien sûr, l'économie de troc suppose un nombre très limité des produits, ce qui permet de faciliter les échanges. En effet, on est dans une économie où les produits sont multiples, similaires ou diversifiés, tels qu'on connaît aujourd'hui. L'échange avec le système de troc sera impossible. Et la troisième condition est liée à la volonté commune d'échange. Bien sûr, l'économie de troc suppose une volonté commune d'échange entre les individus à un même moment et à intervalles réguliers. Et la dernière condition, quatrième condition, ce sont les prix liés au prix d'échange qui doivent être faciles à établir. Alors, enfin, pour un bon fonctionnement dans un système de troc, il faut que les prix d'échange doivent être faciles à établir entre les individus, lisibles et compréhensibles. En revanche, la réunion de ces quatre conditions est presque impossible et la société humaine a tôt ressenti la nécessité d'adopter un étalon d'échange. Un étalon commun d'échange, c'est l'introduction de la monnaie. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.